Sollogoub, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci également de vouloir répondre à toutes nos questions. Alors je vais aller dans le complément de ce qu'a évoqué Madame le rapporteur. En ce qui concerne l'orientation, c'est vrai qu'on parle du maillage territorial de l'enseignement agricole, mais en fait il renvoie aussi à la question du maillage territorial de l'éducation nationale, parce qu'on a l'impression que les collèges gardent leurs élèves parce qu'il y a un risque de fermeture également qui pèse sur nos établissements d'enseignement général. S'ils perdent des élèves, ils se trouvent confrontés à des risques de fermeture et c'est peut-être pour ça qu'ils retiennent les élèves. C'est parce que tout le monde est en difficulté. Par ailleurs, sur la crise un peu des vocations, la question des renouvellements, moi je suis élue de la Nièvre. Il y a des familles où ils sont éleveurs depuis des générations. Maintenant, les parents, ils disent c'est bon, on ne gagne plus notre vie, on ne va pas envoyer nos enfants faire des études même s'ils ont la passion encore chevillée au corps, et même s'ils aimeraient mener ces carrières-là, en fait, ça renvoie quand même à la question de la crise agricole sur certaines filières. On ne va pas envoyer des gosses faire des études alors que derrière, on sait qu'ils n'en vivront pas. Et puis, troisième sujet que je souhaitais aborder, dans mon département, on voit arriver des nouveaux publics qui aspirent à une autre vie et éventuellement une reconversion professionnelle. La Chambre d'agriculture a appelé au secours en disant nous, on ne sait pas comment faire face à ces demandes. Et c'est des publics qui ont beaucoup besoin d'accompagnement parce que certains ont parfois une vision un peu idéalisée d'une ruralité rêvée. Et voilà, ils rêvent, tout le monde veut faire du miel. Enfin, on ne sait pas trop si ils vont en vivre. Et voilà. Et je pense qu'il faudrait des moyens supplémentaires pour faire face à cette demande de formation qui est très intéressante en même temps, parce que face au problème des renouvellements des générations, c'est une opportunité qu'il faut savoir saisir. Ces nouveaux publics sont extrêmement intéressants, mais par contre, il faut savoir les accompagner. Et je pense qu'il faut des budgets supplémentaires dédiés à ce nouveau besoin de formation. Est-ce que disait Madame la sénatrice Sollogoub, qu'on ne se méprenne pas. Je pense qu'avoir une approche budgétaire conditionnée au nombre d'étudiants ne peut pas constituer une finitude. C'est-à-dire qu'une politique budgétaire, si elle n'était conditionnée qu'au nombre d'étudiants, on irait dans le mur. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, toutes les deux. C'est-à-dire que d'un côté, il y aurait ceux pour qui on aurait un cercle vicieux qui se créerait, c'est-à-dire moins d'apprenants, moins de budget, moins d'attractivité, moins d'apprenants, etc., etc., etc. Et de l'autre côté, d'autres qui diraient moi je garde mes étudiants parce que surtout je ne veux pas que le même truc m'arrive. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que quand il y a moins d'apprenants et qu'on se retrouve avec des sujets où on a des classes qui ne sont pas qui ont la possibilité ou un établissement ou un territoire où on se dit il y a tant de formations du même type et pour autant elle ne trouve pas preneur à un degré tel qu'on pourrait au lieu d'en avoir deux n'en avoir qu'une, bah, évidemment qu'on s'ajuste. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est une phrase qui m'est chère, c'est pas le budget qui guide la politique, c'est la politique qui doit guider le budget. Même si la politique, elle prend en compte le réel de la difficulté du volet. Inversement, ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où on a une dynamique des apprenants, c'est beaucoup plus... ça devient d'une absolue nécessité de conforter et le nombre de profs et le nombre d'établissements et le nombre de crédits alloués. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la réciproque, elle est totalement vraie. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. Autant on ne peut pas fixer une politique financière sur la base du nombre d'apprenants quand c'est en réduction, parce qu'on arrive sinon à un cercle vicieux, autant la réciproque qui est de dire quand le nombre d'apprenants augmente, on est obligé de prendre en compte. Là, la réciproque est vraie. Je pense qu'il faut vraiment, ce faisant, répondant à votre deux questions, il faut vraiment le prendre en compte. Encore une fois, sur ce sujet des budgets de l'année prochaine en termes de profs ou autres, vous avez, de schéma d'emploi ou autre, vous avez en tête qu'en début de quinquennat, il y a une chronique de schéma d'emploi qui a été annoncée, qui effectivement met à contribution de manière
assez forte l'enseignement agricole. Et cette chronique de schéma d'emploi, notamment celui prévu en 2022, est en cours de négociation. Enfin, la question dont on discute avec mes collègues aujourd'hui, c'est est-ce qu'on garde la chronique du schéma d'emploi telle qu'elle avait été précisée en début de quinquennat, ou est-ce qu'on revient sur cette chronique du schéma d'emploi qui, de mémoire, en 2022, était moins 110. En 2022 aussi. Hein. Ouais, moins 87. Et donc ça, c'est la chronique du schéma d'emploi qui avait été annoncée en début de quinquennat. Madame la sénatrice Sollogoub, vous avez parlé, je vous ai répondu sur le volet des schémas d'emploi. Sur le volet de la rémunération des agriculteurs, vous avez 1000 fois raison. Les agriculteurs, c'est un métier de passion, mais la passion, elle ne peut pas tout, et en aucun cas, la passion ne doit se substituer à la rémunération. Ça va être tout l'enjeu de la loi Egalim 2, que je suis très fier d'avoir porté avec votre collègue de l'Assemblée nationale, Grégory Besson-Moreau, la semaine dernière à l'Assemblée, qui a été votée à l'unanimité, ce qui est aussi un beau signal. Et je crois pouvoir dire que ce texte, il est vraiment à la fois ambitieux, il est audacieux, parce qu'on revient sur une loi qui est un totem chez beaucoup, qui est la loi LME de 2008. C'est un vrai totem et c'est une loi qui a dérégulé complètement la chaîne de création de valeur et de négociation. Et donc c'était très bien de le faire. Et puis c'est un texte hyper concret. On parle non-négociabilité des prix agricoles, indexation, contractualisation, transparence, pluriannualité, non-discrimination des tarifs. Bref, on va le plus loin possible. Et on aura l'occasion d'en discuter puisque le texte arrive dans l'hémicycle courant septembre, si j'ai bien compris. Et sur le volet formation professionnelle, je suis 1000 fois d'accord avec vous. La reconversion professionnelle est aujourd'hui un axe fort et qu'on voit se développer de plus en plus dans l'enseignement agricole avec l'appui des formations des chambres ou autres. Et donc ça doit être un point structurant de l'enseignement.